parenthèse culture. Étienne Klein. L'idée de cette conférence m'est venue parce que certains de mes étudiants m'ont fait remarquer que dans mes cours, je parlais beaucoup plus souvent de Galilée que de Newton, qui pourtant a joué dans l'histoire des sciences un rôle plus important. Et mes étudiants me disent « Mais pourquoi vous nous parlez autant de Galilée ? Il n'est le père d'aucune véritable théorie, à la différence de Newton qui lui a fondé la mécanique et a découvert la gravitation universelle. Et pourquoi est-ce que vous le placez si haut dans votre panthéon personnel ?» Et à cette question, je répondais traditionnellement en rappelant certains faits bien établis que je trouve extraordinaires. Le premier, c'est que aux alentours de 1604, Galilée découvre que la chute des corps dans le vide obéit à une loi simple. La vitesse acquise dans la direction verticale est proportionnelle à la durée de la chute, et surtout elle est indépendante de la masse et de la nature du corps qui tombe. Résultat capital sur lequel je reviendrai, qui est venu contredire la théorie d'Aristote, laquelle expliquait depuis de l'ancien millénaire que la vitesse de chute est d'autant plus rapide que le corps est plus massif. Et puis surtout, pendant l'hiver 1609-1610, en profitant de quelques nuits claires, Galilée observe à travers la lunette astronomique qu'il a lui-même perfectionnée le caractère accidenté de la surface lunaire. Il observe les phases de Vénus et les satellites de Jupiter. Il comprend que le ciel n'est plus la sphère parfaite, lisse et immuable à laquelle on a cru jusqu'alors. Et il propose de renoncer à la distinction aristotélicienne entre le monde local, le monde qui nous entoure immédiatement, supposé imparfait et corruptible, et le monde lointain, supposé parfait et incorruptible, composé d'une quintessence inaltérable. Et pour la première fois, le ciel et la terre se rejoignent dans l'esprit d'un homme. Et dès lors que la matière est partout la même, elle est terreuse ici comme sur la Lune, il ne faut envisager qu'une seule sorte de monde, composé d'une seule sorte de matière, partout soumise à des lois universelles. Bref, Galilée invente le concept d'univers, c'est-à-dire d'entité au sein de laquelle les lois sont universelles. Quant à la Terre, elle n'est tout simplement plus le centre du monde, mais une planète tournant autour du Soleil parmi d'autres, accompagnées elles aussi de lunes semblables à notre satellite. Alors la suite de l'histoire, elle est évidemment connue. Les démêlés de Galilée avec l'Église, son procès devant le Saint-Office en 1633, sa condamnation à abjurer ses opinions sur le mouvement de la Terre, ce qu'il fit, la fin de ses jours vécus en reclus, dans des souffrances physiques et morales considérables, tandis que ses écrits, à la confusion de ses juges, deviennent le ferment de l'Europe savante. Chacun se souvient surtout de l'enjeu des joutes finales, la raison contre la foi, le savoir contre le pouvoir institutionnel. Avec Galilée, c'est joué quelque chose comme la scène primitive de la science moderne, dont il est devenu le symbole dominant. Et ce que je vous dis là, c'est une sorte de ritournelle que vous lisez partout. Mais aujourd'hui, quand les étudiants me posent la même question qu'il y a quelques années, pourquoi je parle autant de Galilée, je fais une réponse un peu différente. Et j'insiste sur un point qui m'est apparu comme fondamental depuis que j'ai pu discuter avec des Indiens d'Amazonie, des Kayapos. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose dans ce que Galilée a fait qui est le propre de l'Occident. Il a posé les bases théoriques et expérimentales de la science moderne. Ses propres découvertes que j'ai rapidement évoquées ont été certes déterminantes, mais ce qui est plus important encore, c'est que sa façon de penser la nature a ouvert une brèche épistémologique extraordinairement féconde dans laquelle nous sommes encore, nous les physiciens, et je l'illustrerai tout à l'heure par un exemple tiré de l'actualité toute récente. Ce que comprend Galilée, c'est que si on veut connaître
la nature en profondeur. Il faut commencer par admettre le caractère inessentiel des qualités sensibles que possèdent les choses. Les choses ont des propriétés, et parmi ces propriétés, il y en a qui n'ont pas d'importance. Par exemple, le bleu du ciel, le caractère serein ou menaçant d'un paysage, la suavité des odeurs, la poésie des ciels d'avril, la beauté des formes, toutes ces qualités ne constituent en définitive qu'une apparence. Elles ne sont pas dans les choses mêmes, mais elles sont seulement produites sous forme de sensations ou d'impressions par l'interaction que nous avons avec les choses. Il y a une très belle phrase, il dit par exemple « Quand une plume me touche les narines, cela me titille. Mais cette titillation est tout en moi et non dans la plume. » Et donc il faut se garder d'attribuer aux choses les propriétés que nos sens nous disent qu'elles ont. Et ces propriétés-là sont accidentelles, contingentes, changeantes, elles dépendent des circonstances, elles ne prennent corps que dans nos subjectivités respectives, de sorte que nous ne pouvons pas former à partir d'elles des propositions scientifiques, c'est-à-dire rigoureuses et universelles. Et donc il y a tout un pan de la réalité auquel il faut cesser de s'intéresser quand on fait de la science. Et c'est d'ailleurs parce que, avec Galilée, la physique limite ses ambitions qu'elle devient efficace. La physique d'Aristote n'avait pas limité ses ambitions. Aristote explique tout, en invoquant notamment des causes finales. Galilée dit non, plus de causes finales. On ne s'intéresse pas sur la fin des choses. On s'interroge simplement sur la bonne façon de décrire les processus, le comment, et on le fait en toute humilité, en donnant à la science des ambitions limitées. Et c'est cette humilité qui va rendre la physique efficace, contrairement à celle d'Aristote qui était totalisante et inefficace. Et ce que Galilée ajoute, c'est que si on ne s'intéresse non plus à ces propriétés contingentes et accidentelles, mais à ce qu'on pourrait appeler l'essence même des choses, alors nous disposons, pour connaître l'essence des choses, d'un mode de connaissance capable de nous livrer des vérités rationnelles, susceptibles de s'imposer à tout esprit. Et ce mode de connaissance exact et idéal, ce ne sont pas les livres déjà écrits qui le prescrivent, ce ne sont pas les théories enseignées qui le disent, ce n'est pas non plus l'observation du monde, aussi attentive soit-elle, qui le montre. Ce mode de connaissance exact et idéal, ce sont les mathématiques. Et l'idée absolument géniale de Galilée, c'est l'idée que la nature, le livre de la nature, comme il dit, est écrit en langage mathématique. Et il utilise comme symbole des mathématiques des figures géométriques, le cercle, le triangle, etc. Il ne pense pas à l'algèbre, qui sera la voie la plus féconde par la suite, mais il a cette idée incroyable que pour comprendre l'essence des choses, il faut en passer par les mathématiques. Et ces mathématiques permettent d'exprimer par le biais d'équations les relations qui existent entre un petit nombre de variables pertinentes qu'il aura fallu judicieusement choisir et qui permettent de formuler des lois qui seront ensuite validées ou invalidées par des expériences. Et c'est cette façon très singulière d'envisager la nature, c'est même une méthode a priori folle. Quand vous regardez le monde qui vous entoure, l'idée que ce monde puisse être dit par des équations paraît absurde. Et Galilée la formule, sans d'ailleurs l'utiliser lui-même vraiment, puisqu'il sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le père d'aucune véritable théorie scientifique. C'est Newton qui, le premier, formalisera sous la forme d'équations une théorie de la gravitation et puis la mécanique, d'une façon qui est encore aujourd'hui opératoire. Ce que je veux dire, c'est que cette façon singulière d'envisager la nature va faire de la physique moderne, et elle est moderne à partir de ce moment-là, une discipline capable de comprendre les phénomènes les plus intimes de l'univers, de conquérir des territoires qu'aucune autre démarche de connaissance n'avait même foulés,
et d'établir des résultats parfaitement inédits. Nous savons par exemple que l'univers a au moins 13,8 milliards d'années. Ça ne veut pas dire qu'il a cet âge exactement, parce que je reviendrai sur la question de l'origine dans un cours prochain. Mais surtout, nous sommes devenus capables de reconstituer l'histoire des 13,8 derniers milliards d'années de l'univers. Nous savons que dans sa phase très primordiale, l'univers était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Nous savons qu'il ne cesse de se dilater, de se diluer, de se refroidir, à un rythme dont on a récemment constaté l'accélération. C'est le problème de la matière noire sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Nous savons que l'agglomération de particules élémentaires, les quarks et les gluons, a d'abord engendré les protons et les neutrons, qui sont les premiers systèmes structurés à être apparus dans le déroulement de l'histoire cosmique. Ces premières briques se sont ensuite assemblées pour former les premiers noyaux d'atomes, lesquels se sont associés aux électrons pour former les atomes proprement dits. La gravitation a rassemblé cette matière éparse pour former les étoiles, dont la lumière inonde peu à peu l'univers, et les réactions nucléaires au sein des étoiles ont engendré la plupart des noyaux atomiques et des éléments chimiques. Ceux de carbone, qui sont si importants pour la vie, ont résulté de la fusion de noyaux plus légers, etc. Ce récit que je viens de faire, très bref, qui, avant la physique moderne, aurait pu le prononcer. Il y a là un résultat qu'évidemment on n'est pas obligé d'accepter, mais qui bénéficie d'arguments, j'allais dire de preuves, qui sont tout de même très difficiles à contester. Alors le revers de la médaille, c'est que du coup, puisque le langage naturel de la physique, ce sont les mathématiques, eh bien la physique devient difficile à traduire en mots. Pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est du chinois. Et comme le disait Lacan, tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue. Et donc, on a un problème de traduction. C'est comment dire, avec des mots, ce que nous savons par des équations. Les équations ne parlent pas. Et donc, il faut tenter d'imaginer ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler. Par exemple, si vous interrogiez les équations de Newton de la mécanique à propos du temps, sujet sur lequel j'aurai à revenir, je crois, la semaine prochaine, on pourrait demander aux équations de Newton, d'après vous, ou selon vous, qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que les équations comprendraient la question? C'est-à-dire, est-ce que pour elles, le concept de temps a un sens? Et s'il a un sens, quelle est la connexion que ces équations proposent entre le temps, l'espace, l'énergie et la matière? Je pense que une des raisons pour laquelle la physique est si peu répandue dans l'esprit général, si elle laisse d'aussi mauvais souvenirs aux collégiens, ils le disent eux-mêmes, c'est parce que justement, nous n'avons pas su suffisamment travailler la question de la traduction des équations, non pas en langage courant, parce que la physique n'est pas contenue dans la langue courante. Donc si vous dites la physique avec le langage du journal télévisé, vous perdez la physique. Si vous simplifiez la physique, vous la perdez. La seule façon de la transmettre par le langage, c'est de creuser au sein du langage une langue étrangère en créant des espaces nouveaux dans lesquels vous pourrez insérer les nouveautés qui viennent de la physique. C'est une phrase de Deleuze, il faudrait pouvoir creuser une langue étrangère au sein même du langage ordinaire pour pouvoir espérer traduire avec des mots ce que nous apprenons par des équations. Et ce que va montrer Galilée par ses découvertes et par sa philosophie de la nature, c'est qu'il y a nécessairement une rupture entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Et ça date de cette révolution galiléenne qui, à mes yeux, et c'est ma réponse aux étudiants, est plus importante que la révolution newtonienne. Alors je sais bien, parce que j'ai lu les historiens, les philosophes, qu'il y a des désaccords entre eux sur le sens véritable de cette révolution. Et ces désaccords brouillent le regard rétrospectif que l'on peut porter sur cette révolution. Alors certains ont tendance
à voir dans l'abandon de certaines questions spéculatives qu'elle recommande et dans la mathématisation de la description des phénomènes qu'elle propose, l'acte positif par excellence qui a conduit l'humanité depuis le sommeil métaphysique vers la froide observation des faits et donné naissance à la science moderne. On dit que Galilée est celui qui a proposé d'abandonner toutes sortes de questions, par exemple à propos de la nature du temps. Galilée dit, écoutez, la nature du temps, on en discute depuis des siècles, ça n'avance pas, c'est confus. Donc je ne m'intéresse pas à la question de la nature du temps, je me pose simplement la question de savoir par quoi je dois représenter le temps pour en faire une variable pertinente permettant de décrire les phénomènes naturels. Donc il ne se pose plus la question de la nature, mais la question de la représentation. Et ça, c'est quelque chose qui va faire énormément progresser la connaissance. Et donc, pour ces philosophes, la révolution galiléenne constitue avant tout un acte initial de renonciation, une forme d'humilité qui a ouvert finalement des perspectives immenses. Mais d'autres voient au contraire, dans cette révolution, un pari audacieux et ambitieux, une sorte d'acte de foi, dans la possibilité d'expliquer réellement les phénomènes en profondeur, au lieu de se contenter de les décrire de façon aussi satisfaisante que possible. On ne décrit plus le réel, on veut l'expliquer en profondeur, ce qui n'est pas la même chose. Ça change notamment le statut de l'observation. D'autres encore, et je pense notamment à Ernst Mach, physicien allemand, considèrent que la révolution effectuée par Galilée avait consisté à tourner les yeux vers la nature pour, je cite, laisser modeler ses pensées par elle, au lieu de vouloir l'immobiliser dans les liens de ses préjugés. Fin de citation. Et puis un célèbre passage de Kant, que Luc Ferry a certainement cité, dans lequel Kant reconnaît à des hommes comme Galilée et Torricelli, qu'il cite également, le mérite d'avoir fait comprendre au monde scientifique que, je cite, « la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans, et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements, suivant des lois immuables, qu'elle doit obliger la nature à répondre à ces questions, et ne pas se laisser conduire, pour ainsi dire, en laisse par elle. » Et donc ce que dit Kant, c'est que grâce à Galilée, on va pouvoir obliger la nature à répondre aux questions que notre raison lui pose. Et donc on va en quelque sorte obliger la nature à entrer dans nos propres critères et à cracher des nombres grâce à des expériences que nous aurons nous-mêmes conçues. Et enfin, un historien des sciences, philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, disait quant à lui que la révolution galiléenne a d'abord été une réaction contre l'empirisme aristotélicien qui, en n'admettant aucune forme d'idéalisation, rendait impossible une physique mathématisée. Bon. Alors, ce philosophe des sciences, Koyré, est celui, à mon avis, qui a le mieux perçu le nœud de l'affaire. Et c'est à ce nœud de l'affaire que je vais consacrer la suite de mon exposé. Il explique que Galilée est le premier à comprendre que le pari de la physique moderne, à rebours de celle d'Aristote, consiste à penser qu'on peut expliquer le réel, alors disons le réel empirique, par l'impossible. C'est une phrase de lui, expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire expliquer les phénomènes que nous observons à partir de lois qui semblent contredire les phénomènes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la science, la physique notamment, est une sténographie de la réalité. On décrit le réel tel qu'il se présente. C'est faux. Pensez à n'importe quelle loi physique importante que vous avez apprise à l'école. Quand vous entendez l'énoncé de cette loi pour la première fois, il vous semble absurde. Par exemple, le principe d'inertie, inventé par Galilée, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. C'est-à-dire un mouvement à vitesse constante qui ne s'arrête jamais. Qui a jamais vu un mouvement inertiel ? Personne. Tous les mouvements que nous observons s'amortissent.
Et donc le génie de Galilée, c'est d'invoquer l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas pour expliquer l'amortissement des corps. Aristote vous dit, pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose. Et en effet, lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous cessez d'appuyer sur l'accélérateur, la voiture finit par s'arrêter. Plus de force, plus de mouvement. Galilée dit non, plus de force, mouvement perpétuel. Qui a jamais vu ça? Le principe d'inertie est constamment contredit par l'observation. Et néanmoins, il va devenir, grâce à Newton, l'un des 3 principes fondamentaux de la mécanique. Et donc on a une loi physique qui est contredite par l'observation et qui oblige en tout cas à retravailler notre façon de comprendre l'observation pour faire de cette loi un principe fondamental de la mécanique. Alors je ne vais pas citer ce que Coiré explicite à ce sujet, mais simplement dire qu'il y a une parenté entre Platon et Galilée, par le fait qu'au fin fond de la physique moderne, on trouve l'idée, qui est platonicienne sans doute, qu'il existe en fait 2 mondes distincts. Il y a d'abord un premier monde qui est fait de concepts, de lois mathématiques, dont l'agencement permet de comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans le second monde, qui est le monde empirique. Il y a le monde des lois et il y a le monde empirique. C'est 2 mondes différents. Toute la question étant de savoir comment les lois physiques agissent sur le monde empirique. Imaginez par exemple que l'univers a eu une origine. Dire que l'univers a une origine, ça veut dire que l'univers a été précédé par rien. Il n'y avait rien et tout d'un coup, il y a eu une première chose. C'est ça l'origine. Si vous me dites qu'à l'origine, il y avait quelque chose, ben je vous demanderai, est-ce que cette chose vient d'autre chose? Si oui, c'est pas l'origine. Et si cette chose ne vient pas d'autre chose, c'est qu'elle a toujours été là. Et si elle a toujours été là, c'est qu'il n'y a pas d'origine non plus. Donc l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si l'univers a eu une telle origine, ça veut dire qu'il y a eu un moment de son histoire dans laquelle, ou au cours de laquelle, il n'y avait pas d'électrons. Puis tout d'un coup sont apparus le premier, puis le second électron. Qu'ont fait ces 2 électrons? Comme vous savez, ils ont une charge électrique négative, la même. Donc ils se repoussent par la force électrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis allé à l'école, où j'ai appris la loi de Coulomb, qui est la loi fondamentale de l'électrostatique. Mais les électrons, les premiers, ne sont jamais allés à l'école. Donc comment ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que cette loi est inscrite dans leur structure? Est-ce qu'elle est inscrite dans l'univers? Est-ce qu'elle est écrite sur un tableau noir qu'ils lisent? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers en disant on a des charges électriques identiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse, on s'attire, on se repousse en 1 sur R2, en 1 sur R3, après ils négocient. Je vois que ça vous fait sourire, mais en fait personne ne sait répondre à cette question. C'est-à-dire personne ne connaît le statut des lois physiques. Comment agissent-elles? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont immanentes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont dans le monde empirique et agissent sur lui? Ou est-ce qu'elles sont transcendantes, c'est-à-dire elles sont dans un autre monde, séparées d'une autre? Reste ensuite à expliquer comment elles peuvent agir sur le monde empirique. Et vous voyez que il y a quelque chose de platonicien là-dedans. La question du statut des lois est une question sur laquelle je serai obligé de revenir quand je vous parlerai de cosmologie. Alors maintenant, il y a un autre exemple qui me paraît plus intéressant à propos de Galilée et de cette idée que les lois contredisent l'observation. C'est sa découverte de la loi de la chute des corps en 1604. Parce que, pour le coup, l'observation est assez facile. On peut faire tomber des objets très lourds, des objets moins lourds, voir comment ils tombent, et assez vite constater que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. Si vous laissez tomber une boule de pétanque en même temps qu'une balle de tennis, c'est la boule de pétanque qui touche le sol en premier. Et donc il est évident, d'après l'observation, Aristote l'avait vu, mais avant lui beaucoup d'autres, je
pense que les Indiens d'Amazonie connaissent cette loi de la chute des corps. Ils savent qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Donc cette loi est évidente au sens où l'observation ne cesse pas de la confirmer. Et d'ailleurs, entre Aristote et Galilée, elle n'a pas cessé d'être enseignée, sans que quiconque trouve à y redire, puisqu'elle était conforme à l'observation. Et Galilée arrive et dit, voilà, cette loi d'Aristote est conforme à l'observation. Soit. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si elle est conforme à l'observation, ça c'est évident. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle est vraie. Ce qui n'est pas la même question. Vous connaissez la légende, c'est une légende, la tour de Pise, qui est un grand pipeau historique. Imaginez Galilée monter au sommet de la tour de Pise pour lancer des boules de pétanque en même temps que des balles de tennis, c'est rétrospectivement risible. Vous l'imaginez convoquer tous les sorbonnards de l'époque qui sont aristotéliciens, il fait tomber les boules de pétanque en même temps que les balles de tennis, et les aristotéliciens voient que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de tennis, et disent, on le savait déjà. Donc si vous faites l'expérience de la tour de Pise, ça confirme Aristote. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir, parce que je suis allé à Pise il n'y a pas longtemps, que cette expérience fictive a été retirée des guides touristiques. En 2003, je crois. En fait, c'est une fausse expérience qui a été inventée par un élève de Galilée en 1642 pour faire croire que la nouvelle loi qu'il va énoncer était conforme à l'observation et qu'on pouvait la voir par des expériences d'un type particulier, ce qui est faux. Et donc, pour montrer que la loi d'Aristote est fausse, Galilée ne fait pas l'expérience de la tour de Pise. Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée. Et une expérience de pensée, ça ne consiste pas à réfléchir. Ce qu'on appelle une expérience de pensée, ça consiste à postuler qu'une théorie physique donnée est exacte et à examiner, en imaginant des situations qu'on ne peut pas expérimenter concrètement, quelles sont les implications de cette théorie supposée exacte. Autrement dit, ce que dit Galilée, c'est supposons qu'Aristote a raison, qu'est-ce que ça implique vraiment? Et il invente une expérience qui est la suivante. Je postule qu'Aristote a raison, et donc qu'une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de tennis. Et maintenant, je vais commencer mon expérience de pensée en imaginant un système qui est constitué de la boule de pétanque et de la balle de tennis, reliée par une ficelle. Que dit Aristote? Aristote vous dit que le système est plus lourd que la boule de pétanque. Et donc si vous le laissez tomber, il va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, puisque la balle de tennis tombe moins vite, elle va tendre la corde verticalement et elle va faire parachute. Et donc l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. À partir de la même loi, vous aboutissez, quand vous imaginez cette expérience de pensée, à deux résultats contradictoires. Ce que découvre Galilée, c'est que dans la loi d'Aristote, que les gens répètent depuis des siècles, il y a une contradiction interne que personne n'avait jamais vue. Comment résoudre cette contradiction? En disant que la boule de pétanque tombe exactement comme la balle de tennis. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Alors évidemment, les sorbonnards de l'époque lui tombent dessus en lui disant « Mais ta loi est contredite par l'observation ». Et Galilée répond « C'est vous qui ne savez pas interpréter l'observation. Quand les corps tombent, ils tombent tous à la même vitesse sous l'effet de la gravité. Mais il y a la résistance de l'air qui, elle, et seulement elle, va produire une force résistante qui sera différente pour la boule de pétanque et la balle de tennis. Et c'est donc la résistance de l'air, l'interaction avec l'environnement, qui va créer une différence de vitesse que la gravité, à elle seule, ne peut pas produire. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre, que découvre Galilée, qui montre, et ça c'est vraiment le résultat capital,
c'est que si vous voulez trouver une loi physique, vous ne devez pas vous fier à l'observation. Je dis cela parce que j'observe dans les médias le retour de ce que j'appelle un populisme scientifique. C'est-à-dire des gens, à partir d'arguments dits de bon sens, viennent ridiculiser les discours des scientifiques. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. À la fin du mois de mai 2013, mois de mai qui, je vous le rappelle, a été très froid, moins 3 degrés par rapport à la moyenne, un grand hebdomadaire français a titré sur la une, à la fin du mois de mai, sur sa une, « Climat, : le réchauffement, c'est pour quand ?» C'est ça le populisme scientifique. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous, Parisiens, avec votre subjectivité, votre petit corps qui est sensible aux températures extérieures, vous pouvez avoir un ressenti qui donne des idées sur ce qu'est le climat autour de la Terre. Un truc délirant. Parce que pendant ce temps-là, vous n'allez pas voir les températures en Laponie, vous ne vous intéressez pas au pôle Nord, ni aux températures ailleurs sur le globe. Non, votre petit ressenti vous permet d'avoir une idée sur ce qu'il en est réellement du changement climatique. Ça, c'est aristotélicien. On invoque le bon sens pour contester la science. Et je trouve que l'expérience de Galilée devrait nous ramener à davantage de sérieux. Alors je termine là-dessus pour dire que si vous cherchez une loi physique, dit Galilée, il faut vraiment aller la chercher. Elle ne va pas se donner à vous. Toutes les lois physiques sont invisibles. Et donc pour les trouver, il faut d'abord théoriser. Et ensuite, non pas observer, mais expérimenter. C'est-à-dire créer des situations particulières dans lesquelles on va pouvoir tester les implications dans un contexte bien défini de la théorie qu'on a mise sur pied. Et donc on pourrait dire que Galilée, il invente à la fois la physique expérimentale et la physique théorique. Ou plutôt, il invente la physique théorique et la physique expérimentale. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. La chute des corps est hors du spectacle. La chute des corps n'est absolument pas ce que vous voyez quand vous faites tomber des corps. Et je disais tout à l'heure, la grande difficulté, c'est que nous ne savons pas dire avec des mots ce que disent les équations. Je vous donne un exemple. Mes étudiants connaissent parfaitement les équations de Newton sur la gravitation universelle. Ils ont fait plein d'exercices en classe préparatoire, de mécanique céleste, etc. Et ils savent parfaitement que si la Terre tourne autour du Soleil, c'est du fait de la force de gravité qui attire la Terre vers le Soleil et qui en fait fait tomber la Terre constamment vers le Soleil. Maintenant vous leur dites, imaginons une expérience de pensée, impossible à faire mais qu'on peut donc imaginer, consistant à remplacer la Terre par une théière. Donc un objet beaucoup moins lourd, beaucoup plus petit, et à la place de la Terre, je mets une théière. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la trajectoire de la théière ? Un tiers répondent que la théière va partir à l'infini, un tiers va répondre que la théière va tomber sur le Soleil, et un tiers est sans opinion. La bonne réponse, c'est que la théière va avoir la même trajectoire que la Terre. Autrement dit, ce que nous dit Newton, c'est encore plus fort que Galilée. Galilée parle de l'universalité de la chute libre. Tous les corps tombent de la même façon. Newton nous dit le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Si vous allez voir le film Gravity, vous verrez que Newton avait raison. D'ailleurs, mes étudiants n'ont pas d'excuses. Parce qu'ils font partie d'une génération qui a vu des cosmonautes sortir des navettes spatiales. Et si la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation dépendait de la masse, un cosmonaute qui sort de la navette ne verrait plus jamais la navette. Ils ont tout, ils ont les équations, ils ont vu les images, mais ils continuent d'avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation qui leur fait penser que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation dépend de sa masse.
qui est l'idée que nous avons tous. Tout le monde est persuadé que le mouvement d'un corps dépend de sa masse, ce qui est faux. Donc vous voyez que nous n'avons pas compris, en tout cas nous n'avons pas mis dans notre culture une connaissance suffisante des implications conceptuelles des théories physiques. Alors vous pourriez me dire, tout ça c'est des vieilles histoires, c'est Galilée, ça remonte à il y a 4 siècles, mais je voudrais vous montrer par un exemple très simple qu'on est toujours dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir raison contre les faits, tout simplement parce que les faits peuvent être mal interprétés. Je crois que le sujet de bac, il y a 3 ans, en philosophie, enfin pour les classes scientifiques, c'était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Je me suis laissé dire que la plupart des étudiants avaient pris comme exemple l'affaire DSK, qui à mon avis n'était pas le bon argument. Mais la bonne réponse, c'est oui, on peut avoir raison contre les faits. L'exemple que je vais vous raconter a fait la une de la presse il y a quelques mois. C'est la découverte du boson de Higgs. J'en reparlerai, je crois, dans quelques semaines. Mais là, je vais vous faire une présentation très, très schématique de ce qui s'est passé. Dans les années 50 du XXe siècle, on commence à tenter de décrire les interactions fondamentales en physique. Donc on connaît la gravitation depuis longtemps, on connaît l'électromagnétisme depuis longtemps, et on connaît depuis les années 30 2 nouvelles interactions qui s'appellent les interactions nucléaires. Il y en a 2, l'une qu'on appelle la faible, parce qu'elle est faible, et une autre qu'on appelle la forte, parce qu'elle est forte. Et des théoriciens géniaux ont eu l'idée de décrire ces interactions, à l'exception de la gravitation qui est tellement faible qu'on peut la négliger au niveau des particules, par ce qu'on appelle des groupes de symétrie mathématiques. L'idée, c'est que à chaque interaction, on peut faire correspondre un groupe de symétrie, et la donnée ou le choix de ce groupe, dès lors qu'il est inséré dans un cadre formel qu'on appelle la mécanique quantique, détermine complètement les propriétés de l'interaction. Donc si vous choisissez bien le groupe, eh bien vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle le Lagrangien de l'interaction, c'est-à-dire vous pourrez calculer toutes les propriétés de cette interaction et les effets qu'elle produit. Alors assez rapidement, on a découvert que le groupe de symétrie lié à l'électromagnétisme, c'est le groupe des nombres complexes de module 1. Donc c'est les nombres qui s'écrivent exponentielle i alpha, pour ceux qui connaissent. C'est le nombre complexe de modules égal à 1, et ça forme un groupe. Et ce groupe est le groupe de symétrie de l'électromagnétisme. Pour l'interaction nucléaire faible, on a trouvé un autre groupe qui s'appelle SU2, peu importe ce que c'est. Pour l'interaction nucléaire forte, on a trouvé un 3e groupe qui s'appelle SU3. Et on était très contents parce qu'on avait, certes, des groupes différents pour chacune des interactions, mais l'ensemble pouvait être inséré dans le même cadre formel, puisque c'est la même idée mathématique qui est à la base de la description de ces 3 interactions qui, d'un point de vue phénoménologique, sont très différentes. Mais esthétiquement, c'était très fort. On avait en quelque sorte unifié le mode de représentation des interactions. Ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard de la physique des particules, qui est, ça c'est le jargon, une théorie de jauge. Je ne vais pas vous expliquer le détail de tout ça. Et c'est l'époque où on a commencé à construire des accélérateurs de particules, en Europe, en URSS, aux États-Unis. Les gens ont fait des tas d'expériences, et les résultats de toutes ces expériences à haute énergie ces résultats étaient conformes aux prédictions qu'on pouvait obtenir à partir du modèle standard. Pour le dire schématiquement, les mesures étaient conformes aux prédictions par le calcul. Et donc les gens étaient ravis. On a une théorie qui décrit les interactions. C'est la bonne. Et puis sont arrivés des physiciens qui se sont dit faut quand même pas oublier Galilée. C'est pas parce qu'une théorie est conforme aux observations qu'elle est vraie. Quelles sont les implications du modèle standard? C'est-à-dire, si on suppose
qu'on peut décrire une interaction par un groupe de symétrie, qu'est-ce que ça implique pour la masse des particules élémentaires? Ce qu'on appelle une particule élémentaire, c'est une particule qui n'a pas de structure interne connue. Elle a une certaine taille et à l'intérieur on ne voit rien d'autre, on voit une sorte d'objet ponctuel. Ça ne veut pas dire qu'à plus petite échelle, elle n'apparaîtrait pas composite. Et à l'échelle où on la regarde, elle est élémentaire. Donc les gens se disent, qu'est-ce que dit le modèle standard de la masse des particules si elles sont élémentaires? Résultat, c'est très simple à voir, le modèle standard prédit que toutes les particules élémentaires doivent avoir une masse égale à 0. Ça, c'est le choc. Le modèle standard prédit un truc faux. Parce que les particules de matière, je ne parle pas du photon qui est une particule de lumière, les particules de matière ont toutes une masse non nulle. L'électron, les quarks qui n'étaient pas connus à l'époque, le proton, le neutron qu'on croyait élémentaire à l'époque, sont des particules de masse non nulle. Et donc vous avez une contradiction entre la théorie et la mesure. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites les faits ont toujours raison, et donc s'il y a une contradiction entre les faits et la théorie, c'est que la théorie est fausse. Et les physiciens de partir dans d'autres directions théoriques pour décrire les interactions par d'autres modes mathématiques, par d'autres pistes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu plusieurs tentatives différentes. Jusqu'à ce que trois jeunes gars, 25 ans, qui s'appellent Peter Higgs, François Englert et Robert Brout, se disent « Souvenons-nous de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. » Et donc il se pourrait que nos équations du modèle standard soient justes. Que les particules élémentaires n'ont effectivement pas de masse. Et c'est nous les physiciens qui, depuis Newton, nous trompons sur la signification de ce qu'est la masse. Donc, au lieu de renoncer à nos équations, interrogeons-nous plutôt sur ce que nos équations disent de la masse. Et ils ont écrit, indépendamment les uns des autres, 2 papiers, en juin et août 64, des tout petits papiers, 1 page et demie de calcul de théorie des champs, dans lesquels Brout et Englert, puis Higgs au mois d'août, développent exactement la même idée. À savoir que les particules élémentaires n'ont pas de masse. La masse n'est pas une propriété primitive des objets matériels. Ce n'est pas une propriété qu'elles possèdent en elles-mêmes. C'est une propriété secondaire qui résulte de l'interaction de particules sans masse avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Idée géniale. Et donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros ils invoquent ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie, peu importe le truc. Mais leur idée, c'est que le vide, l'espace, contient ce qu'on appelle un champ quantique, un champ qui est partout présent, avec lequel les particules qui n'ont pas de masse interagissent plus ou moins. Si l'interaction est forte, les particules sont freinées, et nous qui les regardons, nous disons tiens, elles sont massives, et leur vitesse est plus faible que la vitesse de la lumière. Et si les particules n'interagissent pas avec ce champ, elles vont à la vitesse de la lumière et nous disons elles n'ont pas de masse, comme pour le photon. Donc on peut prendre une métaphore, mais les métaphores, il faut toujours s'en méfier, parce que quand on prend une métaphore, il faut dire pourquoi on la prend, et il faut dire ce qui, dans la métaphore, nous trompe. Donc la métaphore que j'aime prendre, c'est celle du champ scalaire, du champ de Higgs, comme on l'appelle, qui serait un champ de neige. Vous avez de la neige partout présente, avec une hauteur de neige qui est la même en tout point de l'espace. Et les particules sont des objets sans masse qui ont des skis plus ou moins bien fartés. Donc les particules qui ont des skis bien fartés glissent sans frottement, elles n'ont pas de masse apparente. Celles qui ont des skis mal fartés frottent, et nous qui les regardons, nous leur attribuons une masse. Et donc au lieu de dire, comme on le dit depuis 3 siècles, qu'il y a une identité philosophique consubstantielle entre la matière et la masse, au motif qu'on ne peut pas imaginer ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée en particules,
De même qu'on ne peut pas imaginer ce que seraient des particules qui n'auraient pas de masse. Pour nous, matière et masse, c'est la même chose. Une sorte de confusion, même entre trois termes qui seraient masse, substance, matière. Pour nous, c'est trois choses quasiment confondues. Et bien là, on a une découverte philosophique négative qui vient de la physique, qui nous dit non, le lien entre matière et masse n'est pas un lien de consubstantialité. Et donc, ce qu'on appelle la masse, aujourd'hui, depuis un an, depuis qu'on a découvert la particule qui va avec, c'est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. C'est quelque chose qui mesure leur interaction avec le vide, c'est pas du tout quelque chose qu'elles possèdent en elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une découverte fondamentale qu'on n'a pas pu expliquer dans les antennes de radio et télévision, parce que l'annonce a été faite en même temps que l'affaire DSK qui a monopolisé le temps de parole. Mais si vraiment on accordait de la valeur à la connaissance, quand on a fait cette découverte qu'on a attendue pendant 48 ans, il y a eu 48 ans entre l'article, les deux articles que j'ai évoqués. Pendant ce temps-là, on a construit des accélérateurs, on a construit le LHC, 3 milliards d'euros, un tunnel de 27 km qu'il a fallu percer, des milliers de physiciens. Et on a fini par voir la particule associée à ce champ qu'on appelle le boson de Higgs. 48 ans d'attente. C'est juste pour vous montrer que le réel auquel on a accès aujourd'hui, c'est un réel très lointain. C'est la première fois qu'on fait une expérience qui porte directement sur le vide. Et pour aller chercher cette information, ces données, il faut vraiment travailler beaucoup. Et c'est même une découverte qui, vous le savez, a eu le prix Nobel en 2013, puisque Englert et Higgs, qui sont encore vivants, vont recevoir le prix Nobel de physique pour cette découverte théorique confirmée par l'expérience la semaine prochaine. Mais c'est même une découverte plus fondamentale, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai de relativité. Mais l'idée qu'on a pour la cosmologie, c'est que dans l'univers primordial, toutes les particules étaient sans masse, et le vide était vide. Et tout d'un coup, à l'issue d'une mesure de symétrie, le vide s'est rempli par ce champ. Et à ce moment-là, les particules ont interagi avec lui et ont acquis de la masse. Mais en relativité d'Einstein, qui dit masse dit temps propre. Une particule qui n'a pas de masse n'a pas de temps propre. Et donc l'apparition du champ de Higgs, c'est à la fois l'apparition de la masse et l'apparition du temps propre de la matière. D'accord ? Ça aurait mérité quelques commentaires au journal de 20h, me semble-t-il. Et vous voyez qu'il y a un lien absolument direct entre Galilée et le boson de Higgs. Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse, et les différences de vitesse que nous observons viennent de l'interaction des corps avec l'environnement, qui est l'air. Et nous disons toutes les particules sont sans masse, et les différences de masse que nous voyons entre elles viennent de leur interaction différente avec leur environnement, qui cette fois n'est plus l'air, mais le vide, ce qu'on appelle le vide quantique. D'accord ? Et donc, il y a, dans la démarche intellectuelle, si vous voulez, une sorte d'équivalence parfaite entre la façon que Galilée avait de raisonner et celle que nous pratiquons aujourd'hui, même si, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui différemment. Mais j'ai bien aimé, quand j'étais adolescent, de voir, j'étais même plus qu'adolescent, lors d'une mission Apollo, je crois que c'était la 15 ou la 17, des astronautes américains qui sont arrivés sur la surface de la Lune. Et l'un d'entre eux a dit dans son micro, si nous sommes là, finalement, c'est grâce à Galilée. Et il a sorti de sa combinaison, d'un côté une bille de plomb, de l'autre côté une plume de faucon, je crois, parce que son vaisseau s'appelait le Falcon. Il les a laissés tomber, comme vous savez, sur la Lune, il y a moins de gravité que sur la Terre. On a vu les deux objets descendre exactement à la même vitesse et toucher le sol en même temps. Et donc, il a réalisé devant des milliards de gens l'expérience à laquelle Galilée avait songé, mais qu'à l'époque, on ne savait pas réaliser, puisque
on ne savait pas faire le vide et on ne savait pas non plus aller sur la Lune. Donc la Lune, c'est vraiment un instrument très précieux, un objet qui peut servir à beaucoup de types d'argumentation. Et je terminerai là-dessus en vous disant que lorsque nous avons démarré le LHC, donc ce collisionneur de protons qui a permis de découvrir le boson de Higgs après tant d'années d'efforts, quelques jours avant la mise en route de cette machine, a éclaté une polémique dans la presse, parce que au CERN et dans d'autres laboratoires, on avait étudié la possibilité que des collisions de protons à haute énergie fabriquent des trous noirs, des mini-trous noirs qui absorberaient la Terre. Donc on a été accusé de provoquer la fin du monde, et d'ailleurs il y a encore 2 procès de crimes contre l'humanité qui sont instruits contre le CERN. Et c'est très difficile de démonter une telle accusation, puisqu'on fait des collisions à des énergies les plus élevées possibles qu'on n'a jamais expérimentées pour voir s'il n'y a pas des nouvelles choses. Et donc exclure que parmi ces choses, il n'y en ait pas qui soient catastrophiques, c'est très difficile. Parce que si on fait de la recherche, c'est justement pour découvrir des choses que nous ne connaissons pas. On fait de la recherche pour avoir des surprises. Et heureusement, on a été sauvé par la Lune, comme toujours en physique. Puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air. Et par contre, il y a du rayonnement cosmique, donc des particules de très haute énergie, qui entrent en collision avec la Lune. Et certaines ont des énergies beaucoup plus grandes que celles qu'on a au LHC. Et donc si ces collisions fabriquaient des mini-trous noirs capables d'absorber la matière, la Lune ne serait plus là. Et donc on a été sauvé par la Lune, qui nous a donné un argument permettant de considérer avec une probabilité raisonnable que la fin du monde n'était pas pour demain. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Question d'auditeur. Pour ce qui me concerne, et c'est mon ressenti, l'une des pistes, c'est ne pas croire ce qu'on observe. Alors ça, c'est déclinable dans beaucoup de champs d'intervention. Quand je croise ma voisine de palier, je crois qu'elle existe. Non. Ça marche pas à chaque fois en plus. D'abord, ça peut ne pas marcher à chaque fois, en effet. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne doit pas se fier sur l'observation directe pour énoncer des lois. Voilà, c'est autre chose. Je ne dis pas que les sens nous trompent. Je dis que les lois physiques ne se donnent jamais de façon directe. Et vous voyez bien que pour voir ce qu'est la loi de la chute des corps, la vraie loi, il faut aller sur la Lune. Ou il faut faire le vide. Donc c'est jamais direct. Parce que le vide n'est pas là spontanément. Et la leçon à retenir, c'est la seule que je peux donner ce soir, c'est que les lois physiques, quand on les entend pour la première fois, sont absurdes. Et donc, quand vous entendez quelqu'un qui invoque le bon sens pour dire une loi de l'univers, méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment. Parce qu'il peut y avoir des discours éloquents. Étant éloquents, ils sont convaincants. Mais on peut être tout à fait éloquent et complètement faux. L'exemple que je vous cite ce soir, qui m'a réellement traumatisé pendant plusieurs mois, c'est pendant cette espèce de période atroce où il y a eu cette fausse controverse sur le changement climatique, où des gens à la télévision viennent dire que les scientifiques sont des imposteurs parce qu'ils prétendent pouvoir prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo sur 3 jours. Ça, c'est un argument convaincant. Parce qu'en effet, je ne peux pas dire quel temps il fera dans 15 jours. Et donc, si je ne peux pas dire quel temps il fera dans 15 jours, comment je pourrais dire la météo qu'il fera dans un siècle ? Madame Michu est convaincue. Les scientifiques sont ridiculisés par un argument de bon sens, auquel un sondage récent a montré que beaucoup de Français ont fait confiance. C'est-à-dire cet argument a fait qu'en France, il y a 30% de climato-sceptiques. Alors que, si vous réfléchissez une minute, si cet argument était vrai, mais je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août 2014, par exemple, à Paris, il fera en moyenne plus chaud qu'en janvier 2014. Et pourtant, je vous l'affirme. Et en l'affirmant, je fais une prédiction climatique qui va au-delà des 15 jours de la météo. Et donc, confondre la météo et le climat,
c'est vraiment de l'imposture intellectuelle. D'accord ? On peut tout à fait prédire la croissance du PIB, pour prendre un exemple qui vous parle peut-être plus, sans être capable de prédire le cours de la bourse de la semaine prochaine. Autrement dit, on est capable de faire la différence entre une tendance moyennée et des fluctuations. Ce qu'on ne peut pas prédire, c'est les fluctuations, donc la météo. Mais les variations climatiques, on peut les prédire. Et vous voyez comment... Donc c'est ça mon message. C'est de se méfier de tous les arguments qui s'appuient sur le bon sens. Parce que finalement, toute la physique s'est construite contre le bon sens. Le bon sens, c'est pas la même chose que la raison. Voilà. Et j'observe, avec une certaine inquiétude, des entreprises de manipulation de l'opinion qui jouent sur ce que j'appelle le populisme scientifique. Comment en fait pouvoir intervenir plutôt par exemple dans les petites classes ou alors même en cours, pouvoir mettre ça en fait dans un phénomène global de pédagogie? Parce que je pense que c'est une question très intéressante on devrait être formé sur ça. Et ça m'étonne que j'ai jamais entendu parler de ça en cours de physique ou quelque chose comme ça. Moi j'avais un prof de physique quand j'étais au lycée qui invoquait le bon sens physique. Colin, vous manquez de bon sens. Mais c'est quoi le bon sens physique ? Est-ce que Galilée avait du bon sens physique ? Non, il a posé les bonnes questions, c'est exactement comme Einstein. Einstein, c'est le type qui pose les bonnes questions. Des questions simples. Simplement, une fois qu'il a posé une question simple, il en repose une autre tout aussi simple. Et ce qui compte, c'est l'enchaînement des questions. Poser une question compliquée, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Poser une suite de questions simples, ça permet de faire des choses incroyables. Einstein, il lâchait jamais le morceau. Lisez son papier de juin 1905, dans lequel il énonce la théorie de la relativité, c'est quand même pas rien. Quand vous lisez ça, on a l'impression qu'il nous prend pour des andouilles. C'est-à-dire, il pose des questions d'une naïveté tellement grande qu'on se demande comment les membres du jury qui ont examiné son papier avant publication ont pu réagir. Il pose 3 questions. Il dit, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare ? À l'époque, Einstein, il n'est pas dans un labo, il n'a pas de thèse. Il est en train d'expliquer à des types ce que veut dire lire l'heure. Et il répond. Il dit, ça veut dire que la petite aiguille de ma montre indique le 7 exactement au moment où le train arrive à quai. Super. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare. Après, il pose une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis à Marseille ? Là, c'est plus compliqué parce que c'est pas concomitant, ça se passe pas au même endroit. Et donc, pour savoir qu'un train arrive à la gare de Lyon quand on est à Marseille, il faut un protocole. Comment se fait ce protocole ? Est-ce qu'il y a une vitesse limite ? Et après, 3e question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon ? Tout le monde est mort. Voilà, 3 questions bêtes. Et en explicitant les incohérences produites autour de ces questions, il développe une nouvelle théorie de l'espace et du temps. D'accord ? Est-ce qu'il a fait preuve de sens physique ? Oui, d'une certaine façon, mais pas au sens classique du terme. Autre exemple, parce qu'on est quand même en 2013, et 2013 c'est le 100e anniversaire de l'atome de Bohr par Niels Bohr. Vous savez, Niels Bohr qui est le premier à comprendre que dans l'atome, les lois classiques ne s'appliquent plus. Il faut des lois nouvelles qui contredisent les lois classiques, qu'on appelle les lois quantiques. Et Niels Bohr, quand il était étudiant, passe un oral, et le prof lui met 0. Un oral de physique. Il lui met 0. Bohr proteste en disant non, je mérite 20. Il s'engueule et le prof et l'élève se mettent d'accord pour faire appel à une personnalité extérieure qui va servir d'arbitre. Et cet arbitre désigné, il s'appelle Rutherford. Et Rutherford prend connaissance du sujet qui avait été posé à l'examen, et le sujet, c'est comment peut-on connaître la hauteur d'un immeuble avec un baromètre ? Et que répond Bohr ? Il dit, c'est simple, je prends une ficelle,
je l'attache au baromètre, je monte au sommet de l'immeuble, je laisse tomber le truc, je laisse glisser la ficelle, je la remonte, je mesure la longueur de la ficelle. Et là, le type met 0 en disant, mais vous n'utilisez pas un argument de physique, mais c'est un examen de physique. Donc je vous mets 0. Protestation. Et Rutherford, l'arbitre, demande d'abord, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors oui, j'en ai plein. Il dit par exemple, je peux laisser tomber le baromètre du sommet de l'immeuble, je mesure la durée de la chute, et grâce à Galilée, x égale 1,5 de GT2, je peux calculer à partir de la durée la hauteur de la chute. Vous remarquez, on prend un baromètre ou n'importe quoi d'autre, c'est pareil. Ou bien alors, je monte les escaliers avec mon baromètre, et je le pose sur le mur, et je mets des traits à chaque fois que c'est la longueur, je mesure le nombre de traits, et par multiplication, j'ai la hauteur du truc. Ou bien alors, peut-être la meilleure solution, je vais voir le concierge de l'immeuble, et je lui dis, écoutez monsieur, si vous me filez la hauteur de l'immeuble, je vous file le baromètre, il est super. Et Rutherford demande d'abord, mais est-ce que vous connaissez la bonne réponse? La bonne réponse, c'est on prend le baromètre, on mesure la pression en bas, la pression en haut, par différence de pression, on a la hauteur. Bohr dit, ouais, je connais la réponse. Mais vous, les profs, là, vous commencez à m'emmerder, parce que votre boulot, ça n'est pas de m'apprendre à réfléchir. Et lui, qui avait trouvé des réponses alternatives, avait évidemment beaucoup plus réfléchi que les types qui ont récité leur cours. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est ça. La question, c'est comment faire de la pédagogie. Je pense aussi aux médias dont vous disiez qu'ils étaient attirés par le populisme scientifique. Comment remédier à cette chose-là? Enfin, les médias sont attirés par le populisme. Je pense que si le public n'était pas attiré par le populisme, c'est-à-dire si le public ne développait pas des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons, parce qu'en fait c'est ça, c'est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Quand on a découvert le boson de Higgs, il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas des gens qui ont dit c'est faux, c'est un artefact, ils ont trouvé du bruit de fond. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout du boson de Higgs. C'est pas sa découverte qui va changer nos modes de vie. Par contre, si nous faisons des découvertes qui, si elles sont prises au sérieux, nous obligent à changer et nos modes de vie et nos façons de penser, si ces nouveaux modes de vie qui se présentent nous sont désagréables, nous allons développer des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et si un type arrive en disant de façon répétitive dans tous les médias, la science, c'est le doute. Ah bon? La science, c'est le doute? Un vrai scientifique doute? Mais non, un chercheur doute. Pour le boson de Higgs, on a douté pendant 48 ans. Et c'est parce qu'on a douté qu'on a fait la machine. On ne savait pas la bonne réponse. On attendait de la nature qu'elle nous donne la réponse. Mais en général, les scientifiques ne doutent plus de la rotondité de la Terre. C'est-à-dire, il y a des questions qui sont tranchées. On ne va pas y revenir. Mais on voudrait nous faire croire que la science s'appuie sur des bases tellement fragiles qu'elle ne peut tenir aucun discours vraiment assuré. Et ça, c'est vraiment de l'imposture. Parce que, évidemment, je ne peux pas démontrer dans l'absolu l'existence de l'atome. Parce que l'atome, on ne le voit pas directement, etc. Il se peut que nous n'ayons pas la vérité de l'atome. D'ailleurs, il y a des choses dans les noyaux des atomes qu'on comprend mal. N'empêche que quand je dis l'atome existe, et quand je dis l'atome existe, je parle de l'atome non pas des Grecs, qui lui n'existe pas, mais d'une autre. Je dis quelque chose dont la valeur de vérité est bien supérieure à la valeur de vérité de la phrase que je prononce quand je croise ma voisine en disant ma voisine existe. C'est-à-dire la réalité, la preuve associée à la réalité de l'existence de ma voisine quand je la croise est beaucoup plus faible que la preuve associée à l'existence de l'atome. Parce que l'atome, on a toutes sortes de preuves différentes du fait qu'il existe. Et c'est ça que j'aimerais au moins pouvoir défendre sans passer pour un scientiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une façon non scientiste de défendre la science. Et qu'aujourd'hui, il y a une forme de paresse intellectuelle qui vient de ce que, dans nos sociétés postmodernes, comme on les appelle, il y a deux courants de pensée qui cohabitent, qui normalement devraient se neutraliser mutuellement, mais qui en réalité se renforcent l'un l'autre.
Le premier, c'est le désir de véracité. Quand on se méfie des élites, on se méfie des pouvoirs, et on pense que si des gens très nombreux disent la même chose, c'est qu'ils sont organisés pour dire cette chose-là qui sert leurs intérêts. Et non pas parce que cette chose a un rapport particulier avec la vérité. Théorie du complot, etc. Vous connaissez ça. D'accord ? Et donc si tous les climatologues sont d'accord, c'est qu'ils ont comploté. Et non pas parce qu'ils ont découvert des choses en climatologie. D'accord ? Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce désir de véracité, qui est en fait le refus d'être dupe, qui en démocratie est parfaitement sain. C'est-à-dire on essaie de voir derrière un discours apparent ce qui a fondé ce discours. On est suspicieux. C'est très bien. Mais le problème, c'est que ce désir de véracité est compatible et renforce même un déni de la vérité. C'est-à-dire il enclenche dans la société un processus critique qui vient s'attaquer à l'idée qu'il pourrait y avoir dans quelque domaine que ce soit des vérités assurées. Et donc vous avez un désir de véracité qui alimente le déni de vérité. Cherchez l'erreur. D'accord ? C'est l'erreur. On va dire, oh, la vérité est culturelle, elle est sociologique, elle est historique, elle est changeante. Ce qu'on dit aujourd'hui sera faux demain. Non, l'atome c'est bon, quoi, c'est réglé. La Terre est ronde, c'est réglé. C'est pas la peine d'y revenir.